Et bienvenue au Festival de danse contemporaine de Sherbrooke. C'est le 3e soir, dernier soir. On est samedi en 2025. Je m'appelle Kevin, je suis votre hôte de ce soir. Merci au public qui est présent. C'est une présentation en direct du chorégraphe de ce soir qui s'appelle Nicolas Zemmour pour la compagnie de danse Le Zemmour Ballet. Il va être accompagné de son dramaturge Marc. Et je vais leur poser les questions pour décortiquer, comprendre la pièce de ce soir. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour Marc. Bonjour. Bon, donc on est au Lac des Nations. Vous allez probablement entendre les oies qui vont parler, les gens qui vont passer par derrière. Il y a des quadriporteurs, des triporteurs, des bipèdes, des gens qui courent. Il y a des enfants, puis surtout, il y a Nicolas Zemmour qui va nous présenter sa pièce ce soir. Bonjour. Bonjour. Donc, peut-être on aimerait savoir un petit peu ton parcours. Je sais qu'on te connaît déjà, mais quel est ton parcours de danse, puis de chorégraphe? Alors, j'ai commencé la danse vers 16 ans. J'ai commencé la danse vers 16 ans dans une école de quartier à Marseille, avec un professeur qui s'appelle Sébastien Oliveros. Et c'était des cours du soir. J'ai appris le ballet, le modern jazz et le contemporain. Et ensuite, à l'âge de 18 ans, j'ai été au Conservatoire national d'Avignon, où là, j'ai eu une formation beaucoup plus complète en contemporain, en ballet et en jazz. Et après cette formation à Avignon, je suis parti en Allemagne, où j'ai été formé à la Folkwang Hochschule. C'est la nouvelle Universität der Kunst, l'université des arts de Essen. C'est l'université de Pina Bausch, où Pina Bausch a étudié, où Pina Bausch est devenue une grande chorégraphe, qui a elle-même étudié de Kurt Jooss, qui était un grand monsieur de la danse, qui a révolutionné la danse, qui a fabriqué la danse moderne en Allemagne. Ok, et puis... Et ensuite, après ces études-là, j'ai été engagé, j'ai fait quelques auditions, et puis j'ai été engagé au Ballet Près-le-Jocage, qui est un ballet en France qui tourne dans le monde entier. Et là, la carrière de danseur a démarré. Au fur et à mesure de cette carrière de danseur, on a fait comme 4-5 fois le tour du monde. Et dès l'âge de 18 ans, quand j'ai commencé le conservatoire, mon père, avec qui je travaille actuellement, qui est le dramaturge de la compagnie, et Marc, qui est à côté de moi, et a commencé à me dire qu'il fallait étudier la philosophie, il fallait que si je vais au conservatoire, il faut conserver l'esprit philosophique et l'esprit de création. Et donc, normalement, ça a créé cette idée de vouloir être créateur comme ça. J'étais aussi très heureux d'être dans une compagnie, Angelin Près-le-Jocage, qui était vivant, qui créait, pas dans une compagnie de répertoire. J'étais sélectionné pour pratiquement toutes les créations. Donc, tout ce qui était créatif me permettait, m'attirait énormément. Et le travail avec Marc m'a permis de générer mon premier spectacle en 2013 qui s'appelait Sisyphe. Et je dansais encore à l'époque et je faisais un peu des deux jusqu'au moment où j'ai décidé de quitter le Ballet Près-le-Jocage, avec qui on avait fait un échange avec le ballet du Bolchoï. C'était vraiment extraordinaire. On a vécu là-bas et c'était vraiment superbe. Un échange contemporain au Bolchoï. Et ensuite, on a commencé à créer la compagnie quand j'ai quitté le Ballet Près-le-Jocage en 2017 en France, le Zemmour Ballet, et on a fabriqué notre premier spectacle qui s'appelle La brisure des vases, avec les grands théâtres du Luxembourg, le Ballet national de Marseille et les Hivernales à Avignon. Et on a fait ce spectacle-là, et ensuite j'ai fermé la compagnie en France, et j'ai immigré au Canada, que j'ai reconstruit la compagnie ici. Et là, c'est devenu ce que tu décrivais tout à l'heure, les 6 festivals. On a continué une création par année. Et voilà un peu, je crois que j'ai pas mal répondu. Super, merci. Et donc là, c'est une compagnie de danse Zemmour Ballet qui est située au Centre des Arts Jean Besseret à Sherbrooke. Et
euh, et le Zemmour Ballet héberge plusieurs événements. Donc, je crois que, si je me suis bien renseigné, il héberge l'impro-dance, Oui. Qui est un concept nouveau au Québec, Dans le monde. dans le monde. Dans le monde. C'est-à-dire il existe de l'improvisation en danse. Tous les danseurs savent faire ça. On le travaille en studio, on le travaille au conservatoire, on le travaille dans toutes les écoles. Il se raréfie quand on devient professionnel et il est inexistant en spectacle. Et nous avons donc pris du théâtre d'improvisation au Québec qui est majeur ici. Il y a des ligues d'impro en théâtre et tout ça. Et puis, je me suis dit un jour, faudrait faire ça, mais publiquement. Donc, on a instauré l'impro-danse en danse. C'est tous les trimestres dans le grand espace, dans le grand théâtre. Le grand théâtre, grand espace au centre-ville de Sherbrooke. Et ce sont donc des danseurs que j'invite de tout le Québec qui se rejoignent à Sherbrooke. Et nous improvisons devant les spectateurs avec qui nous discutons tout au long de la soirée autour d'un thème. Avant cela, il y a l'Académie populaire de l'art. C'est conjoint à l'impro-danse, où il y a Marc qui dirige une discussion sur un thème. La prochaine, c'est le 2 octobre. Ça parle de l'art et la technique. Et l'invité d'honneur sera Julien Saint-Pierre, qui est le technicien général du Festival de danse contemporaine de Sherbrooke. Donc, Julien va s'entretenir avec Marc sur la technique. Qu'est-ce que la technique? Qu'est-ce que la technique dans l'art? Et ensuite, une fois les 3/4 d'heure de discussion avec le public et avec Julien et Marc, on passe dans la salle. Ça, c'est dans le hall du théâtre. Ensuite, on passe dans la salle et là, c'est la soirée d'improvisation qui commence. OK, super. Donc, l'impro-danse, il y a les festivals de danse contemporaine. Oui. Là, c'est la 6e édition, mais la 4e au Lac des Nations. Est-ce que vous hébergez une Oui, résidence annuelle? On a une résidence annuelle. On invite une artiste. Cette année, c'est Rosalie Berger, qui est artiste annuelle, qui va présenter le 5 décembre son duo. Nous avons aussi les créations de la compagnie. Nous avons Les Évadés de la Moraline en février, qui va tourner avec L'Amour du Monde aussi, au Grand Théâtre, Grand Espace. On a le festival, les impro-danses, l'Académie populaire de l'art. On a la résidence annuelle. Je réfléchis en même temps que je parle. Je refais mon site internet dans ma tête. Les cours le matin? Ah oui, on a les cours quotidiens gratuits pour professionnels tous les matins au Centre des Arts, parce que le but, c'est de donner une effervescence en estrie à la danse. Et tous nos artistes qui sont passés en tant que résidents annuels, on en a eu donc depuis 6 ans. Donc, on en a eu 6 et ils ont tous fait des super projets qui tournent. Il y a eu des vidéos danse, il y a eu des projets qui ont tourné à la Place des Arts. Donc, on est très contents. Super, merci. Donc, une compagnie très vivante qui est en cours d'évolution puis de progression. Et donc, on a des gros projets en cours. Des gros projets en cours, confidentiels. On va faire le tour de l'Amérique du Nord avec un camion. Waouh! Wouhou! Donc, projet en cours c'est encore embryonnaire. Oui, c'est embryonnaire. Bon, donc passons au spectacle de ce soir. Oui. Comment s'appelle ta pièce ce soir? La pièce s'appelle L'Amour du Monde. C'est une pièce donc coécrite avec Marc, qui a fait toute la dramaturgie, tout le concept et je dis coécrit parce que c'est quand même tout le langage intellectuel et métaphorique qui est fabriqué par le dramaturge dans la compagnie, comment on fonctionne. Et ensuite, moi, je transfère ça, j'incarne ça en mouvement. Et les interprètes, après, nous avons une réunion par semaine de 2 heures de philosophie avec Marc en studio, où les interprètes peuvent goûter et puis réfléchir aux métaphores que l'on travaille. Juste pour clarifier, pour l'audience, donc quand tu commences une création, la création, c'est quoi? C'est 2 mois, 3 mois de création? Alors, ça dépend des subventions, malheureusement. Des fois, on a 3 mois de subvention, des fois, on a 2 mois de subvention, des fois, on a 1 mois de subvention. Cette année, on a eu 5 semaines et ça a été une création très rapide, mais
très bien préparé. Marc était très bien préparé. Il a travaillé d'arrache-pied. Et ensuite, ça nous a permis d'avancer rapidement dans la création. C'est ça, donc il y a tout un travail en amont, peut-être entre vous deux, entre le dramaturge puis le chorégraphe, pour travailler les concepts. Tout à fait. C'est ça. Et le passage en mouvement, ça, c'est... les 5 semaines. Les 5 semaines. Exact. D'accord. Le travail en création avant de dramaturgie, il peut durer jusqu'à 1 an. Okay. Donc, c'est très long. C'est ça. Ensuite, quand on arrive en studio, moi, je suis gonflé à bloc. J'ai plein d'idées, plein de métaphores que j'essaie avec les artistes, les interprètes. Et puis, comme je disais, Marc vient insuffler tout le travail de l'année précédente avec des travaux à table de réflexion. OK. Et donc, l'amour d'un monde ou l'amour du monde? On a eu, il y a 2 ans, l'enfer d'un monde. Et cette année, on a l'amour du monde. OK. Puis, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Peut-être je vais laisser Marc en parler un petit peu. Comme ça, je lui donne la parole. Bonjour. Voilà. J'attends la question. Donc, l'amour du monde? Alors, ce n'est pas l'amour du monde exactement. Enfin, c'est l'amour du monde, mais on est passé donc de l'amour d'un monde à l'amour du monde. De l'enfer d'un monde. Non, dans notre travail de dramaturgie, eh bien, on a déjà travaillé l'amour d'un monde, et puis ensuite, on est passé à l'amour du monde, parce que c'est de notre monde que nous parlons. Ce n'est pas d'un autre monde ou bien un monde indéfini. Ce n'est pas un monde, c'est notre monde, ici, entre nous. Voilà, c'est donc un concept d'amour qui est en rapport directement avec... On a parlé beaucoup dans le festival du collapse. Oui, il y a eu deux spectacles sur le collapse. 2 spectacles sur le collapse. Donc c'est intéressant de voir que notre monde a l'impression de vivre le collapse, c'est-à-dire une sorte d'effondrement. Et donc l'effondrement, en réalité, l'auteur de ce concept s'appelle Gabriel Stevens. Et ce concept-là ne signifiait pas effondrement, véritablement. C'était comment sortir de l'effondrement. C'est ça, le collapse. Comment sortir de l'effondrement. Et donc là, nous nous sommes intéressés donc, sur l'amour du monde. Nous pensons que l'amour présente une sortie du monde qui peut s'effondrer sur lui-même. Est-ce que c'est possible d'approfondir un petit peu ou d'expliquer? J'ai pas bien compris en fait. Donc le monde est en train de s'effondrer. Le monde est en train de s'effondrer parce que grosso modo, ce monde-là est organisé autour de la technique, est organisé autour de médias qui présentent une voie unique du monde, un sens unique. Et de plus en plus, on le voit, c'est accéléré par les réseaux, par exemple. Et donc, on ne peut pas fonctionner, la physique nous l'a démontré, on ne peut pas fonctionner sur un système qui se referme sur lui-même. S'il se referme sur lui-même, alors on appelle ça un collapse. C'est-à-dire que le monde devient tellement désordonné qu'il s'effondre sur lui-même. On appelle ça l'entropie en physique. Et donc la façon de lutter contre ce désordre, contre cette entropie, eh bien, c'est de mettre de la pluralité dans le monde. Et l'amour de l'autre, l'amour de soi, permet de lutter contre ce désordre ambiant. Okay. Et justement, l'amour, il y a plusieurs sens à l'amour.
Nicolas, quel est l'amour dont vous parlez? Alors, il y a un sage qui dit à un étudiant, quel est le plus grand amour? Et l'étudiant, il répond, ben, c'est l'amour de l'autre. Et puis le sage, il sourit un petit peu, puis il dit, ah, c'est pas mal, mais non, c'est l'amour de la question. Tant que tu te demanderas, tu vivras. Donc il y a l'idée de travailler sur autrui n'est pas à posséder dans un amour qu'on entendrait romantique, mais autrui est à découvrir comme un point d'interrogation. C'est sans cesse une question. Celui qui est juste à côté de soi, celui qu'on aime ou celle qu'on aime, est un véritable infini de possibilités. Si à partir du moment où tu te permets de dire « je suis amoureux de quelqu'un parce que », tu viens de tuer l'amour. C'est-à-dire que le « parce que » ne devrait jamais exister pour l'amour. Je t'aime parce que tu es intelligente, tu viens de tuer une question que l'autre aurait pu amener rien que par une bêtise. Donc, l'idée qu'on a travaillée, c'est que l'amour, c'est la relation à autrui, la relation à autrui en tant que questionnement. L'autre est une question. Tu vois, tu te questionnes là. Mm-hmm. Je pense que moi et tout le public se questionnent. Mais c'est vrai, Mais on c'est aime étonnant. ça, on aime ça étonnant. par exemple. C'est étonnant, tu es en train de faire tes courses et puis il se passe quelque chose en face de toi de quelqu'un que tu aimes, qui est avec toi, puis qui prend quelque chose, qui dit on va acheter ça pour la maison. Et toi, tu fais ah bon? Tu sais, et la rencontre avec quelque chose d'inattendu, si ça procure de la joie, ben on se rapproche de l'amour. Okay. Il y a Marc qui veut ajouter quelque chose. Peut-être j'avais juste une question sur le titre. Moi, j'aime bien revenir à chaque fois sur le titre. Donc, l'amour du monde ou d'un monde. L'amour du monde. L'amour du monde. Donc, c'est de sans cesse questionner le monde pour continuer à l'aimer. Non, c'est peut-être, tu as raison. Mais ça pourrait être aussi que le monde est une question. C'est-à-dire que je ne réussirai jamais à donner une vérité du monde. Je ne peux que observer une perspective. C'est-à-dire, c'est ce qu'on tente dans le spectacle. Pour revenir au spectacle de ce soir, on va parler de la relation qui n'est jamais définie. Il n'est jamais... il est presque difficile de dire je l'ai aimé parce que, ou je l'aime actuellement parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sinon, on va figer l'idée que l'autre pourrait être vraiment nous surprendre complètement. C'est ça. L'amour est non fini, ou sinon l'amour est fini. Et puis, chacun de nous, dans notre vie quotidienne, nous connaissons cet amour. Nous connaissons ce concept. Ce n'est pas intellectuel du tout. C'est vraiment très, très concret. C'est là, c'est présent, tout le temps. Et donc, il faut que cet amour-là puisse perdurer, puisse se prolonger, puisse nous travailler intérieurement. Et il est difficile, en tout cas pour moi, de voir que, par exemple, l'amour entre parents et enfants soit abîmé. Par exemple, lorsqu'on va au restaurant, tout simplement, eh bien, de voir le père, la mère et les enfants tous séparés devant leur écran, c'est compliqué à vivre. C'est compliqué à vivre, surtout quand on vit ça dans un endroit où la bouffe n'a pas du tout de signification au niveau du goût. Tout est dénaturé. Or, vivre l'amour du monde, c'est retrouver quelque chose qui nous est quotidien, mais quotidien absolument. Et donc ça, c'est quelque chose de tellement élémentaire qu'il y a même une 50aine d'années, bien cette chose-là existait déjà encore.
mais elle tend à disparaître. Donc, faisons attention à nous. Voilà la question de l'amour du monde. Ok. Donc, de rester vigilant, de rester... En fait, il y a plusieurs amours. Il pourrait y avoir un amour un peu passif, un amour, je veux dire, passionnel, puis un amour plus actif. J'imagine une décision, une prise de choix de continuer à questionner le monde. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Oui, c'est un petit peu comme ça. Mais disons que moi, j'écoute Netflix, par exemple. Ah. Ouais, ça m'arrive. Eh bien, l'amour dans les films, c'est cet amour romantique-là. Cet amour-là où on est censé aimer l'autre inconditionnellement. Mais il n'y a rien de plus emmerdant que quelqu'un qui veut dire « moi, je veux telle chose », moi, je veux tel autre. Et puis, on se dispute quand même quand on est en couple, même si on s'aime. Mais la dispute, elle fait partie de l'amour. C'est normal. Or, lorsque l'on voit des films sur Netflix qui nous parlent de l'amour du monde, c'est, je pense, un petit peu l'inverse que nous voyons. C'est soit la soumission de l'autre pour glorifier l'un des deux, soit la soumission des deux au romantisme. On s'aime passionnément à la folie, etc., etc. C'est-à-dire, on se ment en permanence. Et comment ça se traduit tout ça en danse? Ben, ça se traduit, on est un quatuor sur scène. C'est un spectacle d'1h05, d'1h03, dépendamment du public. Et sans gâcher ce que les gens vont voir ce soir, on passe par l'idée que l'autre est une œuvre, autrui est une œuvre. D'ailleurs, on le dit dans le langage courant, genre ouais, t'es une œuvre d'art, toi. Toi. Mais donc, autrui est une œuvre. Ensuite, on passe aux 3 âges. On va dire l'âge du bébé qui découvre le monde extérieur avec des yeux de découverte. On a l'enfant qui ne considère aucunement l'extérieur. Il n'y a que du moi et du jeu. Et on a l'adulte qui apprend grâce à la maturité à pouvoir aimer autrui, à l'extérieur de lui, s'aimer soi-même et aimer autrui. Après cette partie où on passe aux 3 âges de l'amour, on arrive ensuite à tout ce que disait Marc, toutes les GAFA actuellement, les grosses compagnies qui nous vendent cet amour qui est encorné, qui est mis dans des cornets limités, qui nous réduisent la vue et ils nous vendent du rêve. Hein? Qui nous formatent et qui nous vendent du rêve. Et donc on a ça dans le spectacle. Une fois que le rêve est vendu, on s'effondre dans une tristesse, dans une nostalgie, dans un espèce de romantisme là, où on est écartelé à travers toutes ces impressions sociales qui nous écartèlent, mais nous, on veut survivre dans tout ça. On n'est toujours pas encore avec autrui. Ensuite, dans le spectacle, on arrive à une personne dans une tête. Il y a une tête qui s'ouvre et puis il y a une personne qui a un solo et elle est en train de se battre à l'intérieur d'une tête pour survivre à cette solitude que le monde nous impose quand on est sans amour. Et puis ensuite, on arrive enfin au premier duo où là, on a l'altérité qui rentre en compte. Et donc là, on a 2 duos qui se suivent. On a un premier duo qui est un type de rencontre. On ne sait pas si c'est amoureux, on ne sait pas si c'est parent, on ne sait rien. C'est juste un type de rencontre. On a ensuite un second duo, un autre type de rencontre. Et là, autrui vient d'entrer dans nos vies, et avec acceptance et rejet. Et le tableau d'après, c'est plus sociétal. Donc là, une fois qu'on a réussi à rentrer en amour avec quelqu'un,
il est compliqué d'être amoureux en société. D'accord? Comme disait Marc, la société nous dit l'amour, c'est ça, c'est l'amour inconditionnel, etc. Et puis la réalité nous ramène vite à pourquoi la société nous dit ça, alors que nous dicte des lois et des règles, alors que dans mon quotidien, je ne peux pas le faire. D'accord? Donc, on a une partie comme ça. Ensuite, on va vers une espèce d'amour toxique, un petit peu, amour qui va enfermer, ces lois qui enferment, ces romantismes qui enferment, avec ce dictat de tout, de la société, des religions, de tout ce qui se passe dans le monde, qui nous enferme dans des boîtes et qui nous empêche de nous questionner, de faire grandir des questions. Le monde a plutôt tendance à nous donner des vérités plutôt qu'à nous ouvrir l'esprit. C'est ça l'idée. Et on finit donc sur cette idée que la façon dont on va pouvoir finalement aimer, c'est de laisser de l'espace, de faire du trou, du vide entre les gens, entre soi et la société, entre soi et l'autre, pour pouvoir, entre guillemets, correctement aimer dans la joie. Super, merci beaucoup de nous avoir... on va regarder après le spectacle maintenant avec cette idée-là. Peut-être je passerai à une question du public. Est-ce que dans le public, il y avait une question pour le chorégraphe et le dramaturge de ce soir ? Je répète le titre du spectacle de ce soir, c'est L'amour du monde. Est-ce que... gardez en tête une question. Oui, il y a une question ici. Donc, je répète la question. En général, ou pour cette pièce spécifique, d'où te vient l'inspiration de la création des mouvements ? C'est un mot important, le mot inspiration. C'est un mot qu'on ne pratique pas beaucoup au Zemmour Ballet. Je l'entends beaucoup dans le monde artistique. Néanmoins, je vais un peu être contre ce mot-là. On n'est pas inspiré, on travaille fort. On travaille. Donc, en fait, on choisit un thème. Le Zemmour Ballet a comme tradition de vouloir avoir un thème social, donc qui parle du monde. On a fait l'enfer d'un monde, on a fait les évadés de la Moraline qui parlaient des dépendances. Là, on parle d'amour. On choisit un thème humain qui nous touche. Donc, est-ce qu'il y a de l'inspiration dans le thème ? Dans le thème général, peut-être. C'est un moment de vie, peut-être. C'est quelque chose pour le thème. Mais il s'agit d'un instant de 2 secondes. Je regarde Marc, je lui dis, ça te dit de faire ça ? Oui, point. C'est donc le thème général, mais ensuite, je dirais l'inspiration n'existe pas dans notre travail. Nous œuvrons à étudier pendant 1 an le thème que nous avons choisi. On essaie de passer de concept à percept, c'est-à-dire on passe des idées aux perceptions, aux émotions, aux métaphores, et ensuite des percepts, moi je passe au corps. Donc, c'est un véritable travail d'étude qui est important en 3 étapes. Donc, le thème, on n'en parle plus, le concept, le percept avec les métaphores et les émotions et l'incarnation après. Et chaque étape prend énormément de temps. Et on va dire que je ne fais pas partie des artistes qui disent « Ah, je me retrouve en studio, puis je me laisse inspirer, puis je danse sur la musique et waouh. » Non. Chaque mouvement est réfléchi, il est questionné en studio. Marc, quand il arrive en studio, il dit « Pourquoi tu fais ça ?» Si je n'ai pas de réponse, va falloir le travailler. Et il faut qu'il y ait énormément de paradoxes et de contradictions et de complexité. Le problème de l'inspiration, c'est que l'inspiration est, on va dire, univoque. Elle est unique, elle est véridique. Et tout le travail que nous faisons dans la compagnie, c'est le nouveau courant artistique que j'essaie de lancer avec Marc. On est en train d'écrire le manifeste, c'est l'épaissisme. Donc, c'est travailler en épaisseur, en complexité.
Et donc, l'idée, c'est de lutter contre l'inspiration, finalement. Et c'est de trouver, à chaque fois que l'on pense avoir une réponse, on va donner un contrepoint, un paradoxe, une complexité qui permet de nuancer cette vérité qu'on pourrait penser. Je vais passer la parole à Marc qui voulait ajouter quelque chose. Par ailleurs, la question, là, vous allez assister en direct à un débat que nous avons, parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Je ne suis vraiment pas d'accord. C'est-à-dire que la question, elle est vraiment très, très bonne. Qu'est-ce que c'est qui t'a inspiré ? Or, moi, j'aime beaucoup, beaucoup dire qu'on n'est pas simplement que dans la tête, on est dans le vécu. Tu es d'accord là-dessus ? Oui, d'accord. Donc, l'inspiration fait partie d'un élément important qui s'appelle l'inspiration et l'expiration. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre si jamais on ne respire pas. Alors donc, l'inspiration, lorsqu'elle est volée, ce concept d'inspiration, lorsqu'il est volé par, non pas en vol, mais lorsqu'il est volé par des théories qui nous font croire que quelque chose nous descend du ciel comme un don, bah oui, là je pense que tu es d'accord. Par contre, inspirer, ça veut dire c'est l'amour du monde. On respire dans le monde, c'est-à-dire on inspire ce que nous dit le monde dans son épaisseur, comme le disait Nicolas, dans son épaisseur. Et ensuite, en spectacle, on le rend, on expire. Et donc, tout ce mouvement de respiration, c'est-à-dire d'inspiration et d'expiration, sont absolument nécessaires pour nous faire revivre. L'inspiration seule nous condamne. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'avais peut-être une question par rapport au déroulé du festival cette année. Donc, on a eu 3 soirs. Et chaque soir, il y a eu... parce qu'en fait, j'ai eu la chance d'interviewer tous les chorégraphes. Donc, chaque soir, il y avait la notion de collapse. Il y avait la notion de... j'essaie de comprendre qui je suis dans ce monde qui est en train de tomber. Et avec cette idée de... je m'inspire de cette détresse pour créer. Mais si je comprends bien, vous faites le processus inverse. Donc, est-ce que je me trompe ? C'est quoi le processus inverse ? C'est-à-dire que vous répondez à la question du collapse. Vous dansez pas le collapse. Effectivement, l'amour du monde ne danse pas du tout le désespoir ou l'effondrement ou quoi que ce soit. L'amour du monde, c'est une création qui crée sur le moment la relation à autrui. Donc, c'est de vivre la relation comme une création à chaque instant et non pas comme architecturalement. L'idée est architecturale de l'effondrement. Il y a quelque chose qui s'est construit et qui s'effondre. Dans l'amour du monde, on est dans le mouvement, on n'est pas dans l'architecture. L'architecture se construit dans le passé, elle monte, elle se fige, elle tremble et elle s'effondre. Donc, nous, on ne parle pas du tout du non-mouvement qui s'effondre, parce que si c'était toujours en mouvement, c'est plus un bâtiment, c'est un être humain. Donc, nous, on est vraiment dans la question de travailler sur comment 2 humains qui évoluent, qui grandissent, qui changent et qui se transforment à chaque seconde peuvent cohabiter ensemble, sans se disputer. Donc, l'inspiration, je ne suis encore pas d'accord. Non, je déconne. C'est pas vrai. Et au cours les chorégraphes, ils parlaient beaucoup de cette notion de cycle, de répétition. Oui. Donc, les choses se répètent. Il y a eu beaucoup de ça. Ouais. Beaucoup de la notion de cycle. Est-ce que c'est quelque chose que tu développes dans ta pièce ce soir ? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu dépasses ? Ou est-ce que tu es dans le cycle de l'amour ? Est-ce que c'est des choses qui font du sens par rapport à ce que vous avez développé dans votre spectacle ? On n'a pas tellement travaillé l'idée de cycle, mis à part l'idée de Nietzsche d'un éternel retour.
Mhm. Un éternel retour avec l'amour. Là, Nietzsche parle beaucoup d'amour. Et l'éternel retour n'est pas à comprendre comme un retour qui se perpétue à l'infini, et c'est insupportable. Ce serait même dépressif. L'éternel retour de la joie dans la vie. C'est ça. C'est grâce à la question, on arrive à se reprocurer de la jouissance dans notre quotidienneté. C'est ça qui est extraordinaire. Je me trompe pas? Oui, ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que cet éternel retour ressemble à une boucle, mais à chaque fois, cette boucle se nourrit elle-même. Donc, plutôt que boucle, ce serait peut-être l'idée de spirale. Et à chaque fois que l'on monte d'un cran, cela signifie que nous avons envie, nous, chacun d'entre nous, de retrouver la joie que nous avons éprouvée à la première spire de la spirale. Et à chaque fois, on essaie, avec du nouveau, de reconstruire la joie que nous avons vécue déjà une fois. Voilà ce que dit Nietzsche de l'éternel retour. Donc, de cela, nous parlons évidemment, mais ce n'est pas le cycle du retour sur lui-même absolument identique. Ça n'existe pas. C'est ça, une sorte de fatalité qui Oui. fait que quand on a la joie, on s'effondrerait à chaque fois. C'est ça. Dans la réalité des choses, chacun d'entre nous et chacune d'entre nous, nous ne vivons jamais le retour sur du même. C'est impossible, même si nous le faisions exprès. Quand je prends mon petit déjeuner le matin, aujourd'hui, demain sera un autre jour. Je repasse au public. De la même manière que autrui est à considérer comme en transformation en tout temps. C'est pas « Ah oui, demain, je vais rencontrer, une machine et elle est comme ça. » C'est-à-dire que de la même manière que mon petit déjeuner de demain matin sera différent, depuis que j'ai fait cette création-là, dans ma vie personnelle, ça a été très compliqué à... en tout cas, j'ai une tendance de vouloir pas définir l'autre, mais de me dire elle est comme ça, elle veut faire ça, et finalement, au lieu de dire elle est comme ça ou elle veut ça, de laisser la place à l'autre pour qu'il puisse s'exprimer et parler, pour me surprendre. Et souvent, ça arrive. Souvent, je me laisse surprendre par cet espace que je peux laisser, et l'autre se met à l'intérieur et me surprend. Et c'est très agréable. Et là, il y a une petite joie qui arrive. Super. Dans le public, est-ce qu'il y avait une question ? Est-ce qu'il y a des amoureux dans la salle ? Oui. T'es amoureux de qui ? Oh, d'une des interprètes de ce soir. Ok. Excellent. Est-ce qu'elle t'a parlé du spectacle de l'amour ? Un petit peu. Est-ce que ça l'a transformé ? Il y a un début et un après. Excellent. Merci. Merci. Il y a quand même beaucoup de divorces. Je pense qu'il y a au moins 50% des couples qui divorcent. Comment est-ce que ça, vous avez... Donc, il y a l'amour d'un monde, mais il y a aussi le divorce du monde. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous abordez ou que vous tentez d'éviter ? Est-ce que vous tentez d'éviter des divorces durant le spectacle ? On n'a pas exactement abordé l'idée du divorce, d'accord ? Mais on reste quand même sur l'idée que lorsque deux personnes se rencontrent, c'est un petit peu pour se rencontrer. C'est de vivre une rencontre. Et actuellement, les rencontres deviennent de plus en plus brèves. Oui. Ceux qui trinquent là-dedans, c'est ceux qui n'ont pas demandé ça, c'est les enfants. Donc, la brièveté des rencontres est quelque chose qui est vraiment problématique, mais je ne crois pas du tout
que ce soit voulu par le jeune couple. Mais je crois que la société est tellement forte. Pourquoi elle est tellement forte ? Parce que le matin, je pars au travail, il est 6h30 du matin, je reviens le soir, il est 19h, l'enfant il est obligé de partir à l'école, je le vois 5 minutes, 10 minutes, je perds contact avec lui. De la même façon que je reviens crever, mon compagnon ou bien ma compagne est fatigué, je suis fatigué, c'est la fatigue. Donc ce dont on a besoin, c'est du temps libre, du temps perdu. Il est perdu pour la société, peut-être, mais pour le couple, c'est du temps gagné. Donc il faut aller à la reconquête du temps. Et dans la pièce, on s'exprime beaucoup, puis à un moment, on crie « Vorse, 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 vorse ». On divorce. Non, c'est pas vrai, hein, j'ai pas volé un punch, on fait pas ça du tout. Hein. C'est une blague. Super. Puis, n'hésitez pas à lever la main s'il y a des questions qui arrivent au fur et à mesure. Hein. L'objectif, c'est de comprendre la pièce de ce soir avant de l'avoir vue. Donc, est-ce qu'il y avait des questions sur l'amour, sur comment ils ont utilisé le concept d'amour pour pouvoir créer ? On dit souvent que l'amour fait mal, quand même. Okay ? L'amour qui fait du bien souvent finit par un divorce. Est-ce que... Ce qu'on a travaillé pour répondre... Vas-y, tu avais pas fait. Non, c'est ça. Est-ce qu'il y a cette notion d'amour est-ce que l'amour fait mal ? Est-ce que l'amour, il y a de la violence ? Est-ce que... ou l'amour, c'est quelque chose de simple, puis toujours agréable, puis... En fait, dans ta phrase, ce que j'entends, c'est que l'amour serait une entité qui agit. D'accord ? Pour nous, on a vraiment travaillé sur l'idée de c'est la relation. Donc, il n'y a pas l'amour fait ça ou l'amour fait pas ça. L'amour, c'est un verbe. C'est-à-dire, c'est un type de relation où tu restes ouvert à autrui pour qu'il puisse s'émanciper. Donc, j'aime quelqu'un, ça veut dire que la personne peut s'émanciper d'elle-même. On dit souvent, je me connais grâce à l'autre. Donc, j'apprends à me connaître, j'apprends à me développer grâce à l'autre, au miroir de l'autre, etc., etc. Donc, l'amour fait mal si tu as peur d'avoir une question en face de toi, si tu as peur de te retrouver en questionnement toi-même, mais je ne suis pas convaincu que l'amour fasse mal. Il y a les décès, là, d'accord, on s'entend. Il y a plein d'affaires qui sont horribles. Et la tristesse embarque, etc., etc., les maladies et tout ça. Mais je ne sais pas si c'est l'amour qui fait ça. La relation empathie, la relation disparaît s'il y a un être aimé qui meurt. Néanmoins, c'est la relation dont on parle. Si je dis à quelqu'un, on en a beaucoup parlé, ça, je t'aime, du je t'aime, de moi aimer toi. C'était assez compliqué quand on en a parlé en studio je me souviens plus exactement ce qu'on avait dit sur ça, mais c'est plutôt vas-y. Non, la question du je t'aime, c'est vraiment compliqué. Pourquoi ? Parce que l'amour, c'est compliqué. Pour répondre exactement, je vais revenir au je t'aime, pour répondre à la question, est-ce que ça peut être violent ? Bah oui. Chacun d'entre nous vit une certaine violence à l'intérieur. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on aime bien être je. Le sujet est là. On aime bien soi-même. Et donc, quand on commence à dire « je t'aime », ça veut dire que l'autre, le T apostrophe du « je t'aime », l'autre, on arrive à le désigner. Mais si jamais on le désigne, ça veut dire qu'on le met dans une petite prison. Le « je t'aime », ça veut dire qu'il y a deux prisons. Le « je », le « te », c'est-à-dire moi et l'autre, et puis la relation, l'amour, si jamais c'est un amour toxique,
Si jamais c'est un amour difficile parce que trop Netflix, on pourrait l'appeler comme ça, eh bien, tout est faux, tout est faussé. Donc, il faut revisiter le jeu. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est revisiter l'autre et c'est revisiter la relation. Donc, on a un moyen mémnotechnique. C'est simplement la phrase « je t'aime ». Et donc, le spectacle, c'est vraiment ce fouillis-là, tous ces problèmes-là qu'on vient de nommer, c'est le spectacle. C'est pas un spectacle genre « Ah, wow, c'est trop beau ». Non, c'est l'embrouille sur la scène. C'est ça, c'est l'embrouille. C'est épais. C'est épais de toutes les contradictions, de toute la perplexité, de toute la complexité du monde. Et il y a quelque chose qui est beau, qui est complexe, c'est avec un nœud. Plex, c'est le nœud. Et on l'avait travaillé sur une ancienne création, mais c'est une métaphore qui me plaît beaucoup. Une corde, elle est plus solide quand on fait un nœud que quand elle est seule, comme ça. Là. Quand on la met bout à bout, là, imaginons 2 cordes, on les soude ensemble, ben, c'est moins solide qu'un nœud. En escalade, on le sait, ça. On fait des nœuds de 8 et puis ça devient super solide. Et si tu défais le nœud, si tu défais la complexité de la relation, si tu l'aplatis, si tu simplifies, tu la plies, tu la mets en un pli, tu la ouvres, tu fabriques une vérité. Et ça moi, ça m'a beaucoup habité pendant la création de dire que il faut conserver les nœuds, les problèmes, les contradictions. Tu veux un décaf? Ah, ok, ben je te fais un café. Pas décaf. Tu lui dis pas à la personne. Non, je plaisante, c'est une blague. Donc, pour le public de ce soir... Je te jure, je t'ai fait un café, ma chérie, ce matin. Donc, ça va être complexe sur la scène. Ça va être... Il y a des messages qui sont envoyés avec ce spectacle. Comment vous attendez que le public réagisse? Qui jette des fleurs, qui nous aime. Non. Non, est-ce que vous attendez que le public soit bouleversé, qu'il soit questionnant, qu'il finisse... Tu sais, il peut même pas applaudir tellement il est comme perturbé un peu par... On vient de dire qu'on on imagine la relation comme laisser la place à autrui pour qu'il se questionne et nous questionne. Donc, je trouve que ce serait contradictoire de te dire ce que j'attends que l'autre fasse. Oh. Mais par ailleurs, dans le spectacle, le public a une vraie place. Okay. On ne sait pas laquelle, mais c'est une place. C'est ça, il y a une relation entre le spectacle et le public. Oui, et dans notre travail sur l'épaissisme, le nouveau courant artistique que l'on essaie qu'on génère, le public, grâce à cette complexité, grâce à ses percepts, il devient un véritable artiste dans sa propre tête et il crée son cheminement dramaturgique. Il y a tellement de richesse dans le spectacle qu'il peut se créer son cheminement dramaturgique et vivre une unicité. Ben, c'est impossible de ne pas vivre ça, là, mais de vivre une unicité de l'amour du monde. Donc, maintenant, pour répondre à ta question tout à l'heure, ce que j'aimerais bien, c'est qu'à la discussion qui se passe après le spectacle, les gens peuvent rester, puis on discute avec toute l'équipe, qui nous racontent ce qui s'est passé en eux, qui nous racontent qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, qu'est-ce qu'ils ont perçu pour les percepts. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'ils ont été séduits? Est-ce qu'ils ont été touchés? Est-ce qu'ils ont eu une émotion à cet endroit? Ou d'avoir un petit peu des retours sur l'œuvre qu'on a créée. Excellent. Je me retourne encore une fois vers le public. Est-ce qu'il y avait des questions? Et sur moi, l'amour, il va falloir que j'aille oui. me préparer. Donc, ouais. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on est quand même des animaux sociaux. On a besoin de l'autre pour survivre. Et donc, on est obligé de manger des calories affectives pour pouvoir survivre. Ah. Et la dispute avec un inconnu, c'est très faible comme calories affectives. Mais par contre, l'amour, la relation amoureuse est très riche en calories affectives. Donc, j'espère que ce soir, on va avoir beaucoup de calories et on va bien manger. Merci beaucoup. On sera repu. Bon show. Merci.